Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Vous le savez, je suis passionné de science. Aujourd'hui, on va se plonger dans les dernières découvertes complètement folles, des découvertes étranges qui ont été faites très récemment justement. Vous allez voir, il y a des trucs, je suis persuadé que vous n'en avez jamais entendu parler, des trucs de fou, que ce soit sur l'univers, sur des animaux, ou même parfois sur des maladies. Plongeons ensemble dans le monde incroyable des dernières découvertes scientifiques absolument spectaculaires. Alors pour ce premier sujet, on va partir sur un petit animal. C'est une chenille, mais pas n'importe quelle chenille, parce que c'est une chenille qui collectionne des os. Oui, on est dans les montagnes du Wayne à Hawaï, je ne sais pas si je le prononce bien. Et donc vous avez des chercheurs qui vont décrire en 2025, donc très récemment, une chenille qui était plutôt bizarre. On la nommait d'ailleurs Bones Collector, donc la collectionneuse d'os. Cette chenille appartient au genre des Hipposmocoma. Qui connaît ce mot? C'est un groupe d'insectes endémiques d'Hawaï, donc qui ne vivent que à Hawaï, qui compte déjà plusieurs centaines d'espèces connues. Ce groupe, il est caractérisé par la fabrication d'abris tubulaires. Voilà, c'est ça qui les caractérise. Sauf que cette chenille, elle, eh bien, c'est une catégorie à part. Contrairement à toutes les autres espèces du genre, quasiment, eh bien, elle est carnivore. Elle vit dans des toiles d'araignées et se nourrit d'insectes morts ou affaiblis piégés dans sa soie. Elle va les découper méthodiquement avec ses pièces buccales. Il faut savoir que ce mode de vie est extrêmement rare chez ce genre d'animaux, d'insectes, parce que sur les 160 000 espèces de papillons et papillons de nuit répertoriés dans le monde, vous avez seulement une poignée, presque on peut les compter sur les doigts d'une main, qui sont réellement carnivores. Sa particularité la plus incroyable, eh bien, c'est son camouflage. Elle couvre son abri de soie avec les restes de ses proies, donc avec des têtes d'escargots, des pattes d'araignée, des ailes d'insectes et des fragments osseux. Imaginez, vous construisez votre maison avec de la peau de poulet. C'est ce qu'elle fait. Elle va disposer les débris de manière à briser la silhouette de l'abri et donc à faire une sorte de camouflage avec des restes vivants, enfin des restes biologiques. Bon, à noter que cette chenille, elle est extrêmement rare. Vous n'en croiserez jamais. Alors déjà, si vous n'allez pas à Hawaï, c'est mort. Il y a seulement 62 spécimens qui ont été observés en plus de 20 ans. Et évidemment, tous confinés dans une zone géographique très petite sur les hauteurs de l'île. Alors visiblement, elle serait cannibale et c'est pour ça qu'on trouve rarement deux individus ensemble. Elles se bouffent entre elles. Bon, après la chenille, on va prendre un peu de hauteur parce qu'on va partir dans l'univers, les amis. Je sais que ça angoisse des gens. Ma femme est très angoissée par le vide intersidéral. C'est ce qu'elle ressent quand elle voit mon petit cerveau. Bref. Mais figurez-vous que notre galaxie flotterait dans un vide cosmique géant. Vous sentez l'angoisse monter là? Bon, vous allez comprendre parce qu'on se dit oui, l'univers c'est vide, mais il faut prendre une échelle un peu plus haute. En fait, l'univers à grande échelle, il n'est pas du tout homogène. C'est-à-dire que voilà, il est différent un peu partout. Ça va ressembler plus à une espèce d'éponge cosmique avec des filaments immenses de matière et de galaxies séparées par d'immenses régions quasi vides appelées des voids. Ces vides, on savait qu'ils existaient, mais ce qu'on ignorait, eh bien, c'est que nous pourrions habiter un de ces vides, c'est-à-dire que notre galaxie serait là-dedans. D'après une hypothèse développée notamment par des chercheurs de l'université de Portsmouth, la Voie lactée, la Terre et évidemment tout notre système solaire pourraient se trouver au centre d'un super void, donc à l'intérieur d'un super vide. En fait, c'est une région de l'univers qui contient environ 20% de galaxies en moins que la moyenne cosmique et s'étendant potentiellement sur plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Alors ce vide, on l'appelle parfois aussi le vide KBC. Il aurait été identifié pour la première fois en 2013 par les astronomes Kinberger et Cowie, qui lui ont donné son nom. KBC, Kinberger-Cowie. Bon, cette hypothèse, elle vise à résoudre l'un des problèmes les plus persistants de la cosmologie moderne, la tension de Hubble. Qui connaît la tension de Hubble, les gars? Alors en fait, la constante de Hubble, elle va mesurer la vitesse à laquelle l'univers s'expand. Parce que l'univers, il est pas figé, hein, il s'étire comme ça. Le problème, c'est qu'elle donne deux valeurs différentes selon la méthode utilisée. Parce que quand on mesure l'expansion à partir du rayonnement fossile du Big Bang, vous savez, le Big Bang, au tout début, ça a créé un rayonnement fossile. Quand votre télé, ça fait du noir et blanc, là, ça grésille, eh bien, ça, c'est le rayonnement cosmique que vous pouvez voir. Eh bien, avec cette mesure, on obtient environ 67 km par seconde par mégaparsec. Bon, on va pas s'étendre sur les mesures, c'est un peu complexe, hein. C'est pour donner une échelle, pour donner une idée. Et quand on la mesure à partir d'objets proches, comme par exemple les céphéides, ou bien des supernovas, on obtient environ 73, donc un chiffre qui est quand même assez différent. L'écart, il est d'environ 10%, et il va pas disparaître malgré des décennies de raffinement des méthodes. Et donc cet écart, il est suffisamment important pour remettre en question le modèle cosmologique standard qu'on connaît aujourd'hui. On va pas rentrer plus que ça dans des détails un peu complexes qui donnent mal à la tête, mais la question reste ouverte, on ne sait pas si on habite dans une zone qui est très vide, mais il y a de fortes chances. Ça tend vers ça. Est-ce que vous êtes un petit peu angoissé? Moi, j'aime pas trop être dans le vide non plus. On
va revenir un petit peu sur Terre parce que on va parler de momies. Oui, notamment une momie du 18e siècle qui cartonne, c'est une superstar. En fait, on est dans la petite église de Saint Thomas à Blassenstein, au nord de l'Autriche. Et bien là-dedans, depuis près de 3 siècles, il y a une momie qui va intriguer les scientifiques et qui les intrigue encore. En fait, il s'agit du corps d'un prêtre du 18e siècle qui s'appelle Franz Xavier Silder von Rosingen, pas facile à dire celui-là, qui est mort vers 1746. Bon, le torse, il est remarquablement bien conservé, les muscles, la peau et les tissus internes sont encore partiellement intacts, ce qui est plutôt rarissime pour un corps qui est conservé dans de telles conditions. Alors découvert au 19e siècle, il devient rapidement une curiosité locale. Les habitants lui attribuaient des propriétés miraculeuses. On disait que la conservation du corps était le signe de sa sainteté. Au début du XXe siècle, il fut exposé dans un cercueil vitré accessible aux fidèles. Et durant des décennies, personne ne cherchait à analyser scientifiquement les causes de cette conservation absolument incroyable. Et ce n'est qu'à partir des années 2020 qu'une équipe internationale dirigée par le docteur Andreas Nerlich, qui est anatomopathologiste à Munich, qui va entreprendre une analyse complète de cette momie. Il va utiliser la tomodensitométrie, l'analyse chimique des tissus, la spectroscopie, et les résultats furent stupéfiants. La cavité abdominale et pelvienne du prêtre avait été remplie de copeaux de bois d'épicéa et de sapin, mais aussi de brindilles, de chanvre et de tissus imprégnés de chlorure de zinc. En gros, le gars, on l'avait fourré comme une poupée, quoi. Le mec s'était fait littéralement empailler. Le tout avait été introduit par l'orifice que vous connaissez tous. Et après, ça avait été recousu, évidemment. Les taxidermistes, là, vous connaissez tout ça. Ces matériaux utilisés, en fait, étaient extrêmement absorbants et avaient bu tous les fluides comme ça à l'intérieur et ça allait sécher de l'intérieur le bonhomme. Ce qui avait arrêté la décomposition et donc ce qui permet de le conserver. Parce que on le sait, un truc humide va attirer les bactéries, ça va faire de la pourriture. Si vous stoppez l'humidité, plus de pourriture, plus de bactéries, ça se conserve. Alors le chlorure de zinc, c'est un puissant agent déshydratant, mais aussi antimicrobien. Alors, ce qui est plutôt bizarre, c'est que son utilisation dans ce contexte, elle est sans précédent, et tout ça dans toute la littérature scientifique sur la momification à l'époque et dans cette région du monde. Alors faut savoir que les Égyptiens utilisaient le natron, qui est un sel naturel. Les Incas, eux, ils exploitaient le froid et la sécheresse des hautes altitudes. C'est-à-dire qu'ils faisaient sécher leurs morts un peu en montagne, comme ça, comme des saucissons. Et donc ce fameux Franz Xaver Silder von Rosengeng, son nom est horrible, paix à son âme, mais il a été momifié de l'intérieur par une technique chimique dont aucun autre exemple n'a jamais été documenté. Donc en fait, probablement en Autriche à ce moment-là, il y avait un mec qui maîtrisait la chimie, mais à mort. Il y avait un spécialiste des momies, quoi. Et donc aujourd'hui encore, on ne sait pas pourquoi et qui a fait ça, et surtout qui avait ces connaissances, parce que voilà, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu à cette époque dans cet endroit du monde. Connaissez-vous le terme de dé-extinction? On connaît tous l'extinction puisque plein d'animaux disparaissent à cause de nous, évidemment. Eh bien, en avril 2025, l'entreprise américaine Colossal Bioscience annonce la naissance de 3 louveteaux nommés Romulus, Remus et Caléis. La société, elle présente comme la première dé-extinction réussie d'une espèce disparue depuis la fin de la dernière ère glaciaire. Et donc cet animal qu'ils ont fait renaître de nulle part, c'est ce qu'on appelle le loup sinistre. Donc c'est un canidé plutôt massif ayant vécu en Amérique du Nord jusqu'aux environs de 10 000 ans avant notre ère. Ce loup sinistre n'était pas simplement un grand loup, c'était une espèce distincte, qui était beaucoup plus lourde, aux mâchoires plus puissantes, probablement très adaptée pour chasser des proies absolument gigantesques, comme attraper des mammouths en meute ou même des chevaux préhistoriques, qui étaient absolument énormes. On avait déjà retrouvé pas mal de squelettes de ces animaux en fait dans des boues, enfin notamment dans de ce qu'on appelle de l'asphalte naturel. En Californie, il y a des lacs comme ça. Et on les avait retrouvés avec des animaux qui, eux, chassaient, donc des mammouths ou des chevaux géants. Évidemment, on n'a pas pu ressusciter ces animaux à partir d'ADN parce que l'ADN n'existe plus, a été complètement détruite. Cette boîte américaine a fait ressusciter ce loup de manière différente. Les chercheurs ont en fait extrait des fragments d'ADN de fossiles. Ils ont ensuite identifié les gènes responsables des traits physiques distincts de ce fameux loup, du loup sinistre. Puis ils ont introduit des modifications ciblées dans le génome du loup gris moderne. Au total, une vingtaine de modifications réparties sur 14 gènes ont été effectuées. Les embryons ainsi créés ont été implantés chez les chiennes domestiques servant de mère porteuse. Donc les mecs refabriquent des loups préhistoriques en injectant ça dans des clébards. S'il vous plaît. Alors les louveteaux sont bien nés, ils sont nés tout blancs, beaucoup plus grands que des loups gris ordinaires et présentaient certaines caractéristiques crâniennes proches de celles des fossiles. Alors visuellement, l'effet, il est très satisfaisant, mais scientifiquement, évidemment, c'est pas terrible, hein. On n'est pas sur un vrai loup. Plus de 99% du génome de ces animaux reste celui du loup gris. En fait, modifier seulement 20 gènes sur les dizaines de milliers que contiennent le génome d'un loup, c'est modifier une infime fraction de ce qui faisait un loup sinistre. Bon, globalement, les mecs, ils ont pris un loup, ils ont
ont modifié 2-3 trucs visuels et ils ont dit regardez, c'est un loup préhistorique d'avant, mais non, les comportements, les interactions sociales, les adaptations physiologiques, tout ça ils ont pas pu le refaire. Donc c'est une espèce de boîte vide en quelque sorte qui vous donne l'illusion. Et vous, ils vous vendent ça après dans des zoos probablement. À noter que la société elle va pas s'arrêter à reproduire un pseudo-loup, non, ils ont l'ambition de faire revivre plein d'animaux de la forêt, notamment les dodos, mais aussi des mammouths laineux, également le loup de Tasmanie qui a disparu il y a pas très longtemps je crois. Et encore une fois, c'est toujours pareil, c'est prendre une espèce qui est un peu proche aujourd'hui, lui faire 2-3 tambouilles là dans des béchères, lui injecter 2-3 machins pour lui faire grandir les poils et dire regardez, le truc préhistorique est là. Moi j'avoue que je trouve ça un peu nul. En fait, autant rien faire quoi, concentrez-vous sur autre chose. Ce n'est que mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez évidemment. On va partir sur un truc encore plus scientifique les gars, parce que maintenant on va parler d'un dentifrice à base de cheveux. Bon, l'émail dentaire, c'est la substance la plus dure produite par le corps humain, faut le savoir. Je vous vois venir dans les commentaires quand on parle de dureté, c'est bien l'émail, arrêtez tout de suite. Bon, c'est aussi la seule matière qui va pas se régénérer. Contrairement aux os, qui se renouvellent continuellement grâce aux ostéoblastes, eh bien l'émail, elle est fabriquée une seule fois dans la vie par des cellules appelées les améloblastes, qui vont mourir après l'éruption des dents. Et donc, une fois abîmées, vos dents, c'est mort. Vous n'avez plus qu'à aller chez le dentiste, vous mettre des facettes, là, des trucs dégueulasses, ça vous fait des dents blanches, fluorescentes, pas du tout naturelles. À noter que dans le monde, ça a été à peu près mesuré que 2 milliards de personnes ont les chicots pourraves, ou du moins l'émail qui s'explose. Il y en a qui ont compté, écoutez. Vous avez évidemment des chercheurs qui se sont dit, bah tiens, un problème qui touche beaucoup de gens, on va essayer de le résoudre. Et justement, des gens du King's College à Londres ont mis au point une approche radicalement différente à base de kératine. Donc c'est une protéine fibreuse qui est présente dans les cheveux humains, mais aussi les ongles, la laine de mouton et les plumes d'oiseaux. La kératine, elle possède une structure moléculaire en hélice alpha, comme on dit, qui présente des similarités avec les protéines de la matrice de l'émail. Au contact de la salive, elle va former spontanément un échafaudage cristallin qui va attirer les ions de calcium et phosphate qui sont dissous dans la salive et ça va les agencer en une structure minérale ordonnée. Tout ça très proche de la matière émail qu'on a déjà sur nos dents. Donc on arrive partiellement à reconstituer une émail avec de la kératine grâce à ces gens du King's College de Londres. Merci. Mais alors c'est pas une découverte genre à l'arrache ça marche moyen, non. Parce qu'en fait les résultats ils sont spectaculaires. La couche recréée est 5 à 6 fois plus dure que la résine composite classique utilisée par les dentistes pour les obturations. Et jusqu'à 200 fois plus efficace que le fluor en termes de protection préventive selon les mesures effectuées sur des échantillons d'émail artificiel. Vous allez bientôt pouvoir acheter ce dentifrice puisque dans 2-3 ans on estime qu'il sera commercialisé. Saviez-vous qu'il existait un champignon mangeur de radioactivité? Il adore ça, parce qu'en 1991, 5 ans après la fameuse catastrophe de Tchernobyl, des chercheurs envoyés pour inspecter l'intérieur du réacteur numéro 4 ont ramené des robots dédiés à l'exploration. Comme vous le savez, les machines tombaient régulièrement en panne à cause des radiations. Et ce qu'ils ont observé sur les caméras était plutôt inattendu. Vous aviez une espèce de substance noire épaisse qui tapissait les murs de la salle du réacteur. Là où le rayonnement était ultra intense, c'est-à-dire vous mettez un humain, il canne en 2 secondes quoi. Et figurez-vous qu'au début, les gars ils se sont dit bon, c'est de la suie, ça a brûlé. Mais non, pas du tout. En fait, c'était de la matière organique, la matière vivante. Les fameux champignons. Ce champignon noir qu'on appelle le Cladosporium sphaerosperum, il appartient à un groupe de champignons dits mélanisés, dont les cellules contiennent de grandes quantités de mélanine, le pigment qui donne également sa couleur à la peau humaine. Sauf qu'ici, la mélanine dans ce champignon, elle remplit une fonction complètement différente. Vous le savez, chez les êtres humains, elle va absorber les rayons UV pour protéger l'ADN, et chez ce fameux champignon, elle absorbe les rayonnements ionisants, donc la radioactivité, et les convertit en énergie chimique utilisable par le métabolisme du champignon. C'est-à-dire que le champignon est à lui seul un réacteur nucléaire. Est-ce que c'est pas incroyable? Et donc ce processus, on l'appelle la radiosynthèse, comme la photosynthèse. C'est-à-dire les plantes avec la lumière synthétisent ce qu'elles ont besoin. Et bien ce champignon avec la radioactivité synthétise ce dont il a besoin. Bon, derrière tout ça, il y a des expériences qui ont été faites justement pour comprendre comment il fonctionnait. On a constaté que c'était grâce à la mélanine, qu'il arrivait à survivre, notamment à se développer grâce aux radiations. On a même supprimé dans certains champignons cette mélanine et voilà, ils se développaient plus. Avec ces expériences, on a bien prouvé que la mélanine était le moteur de la radiosynthèse. Est-ce que c'est pareil chez l'humain? Je ne sais pas. J'ai un petit peu bronzé avec le soleil. Est-ce que si je vais dans le réacteur numéro 4 de Tchernobyl, je vais survivre? Je ne crois pas. Évidemment, quand on a trouvé ces champignons, on s'est dit mais est-ce que ces champignons arriveraient à survivre dans l'espace? On les a envoyés dans l'espace. Figurez-vous qu'ils ont survécu.
petit peu comme les tardigrades. Et donc de là est née l'idée d'utiliser éventuellement des champignons comme blindage autour d'une navette, parce qu'ils absorbent tellement bien les rayonnements, ils pourraient blinder quoi. Ça reste, voilà, une idée comme ça, c'est pas encore en place. Saviez-vous qu'il existait une couleur que personne ne voit ? Cette couleur s'appelle la couleur holo. On va revenir sur les bases pour comprendre ce bazar. La rétine humaine, elle contient 3 types de photorécepteurs sensibles à la couleur. Les cônes L, qui sont sensibles aux grandes longueurs d'onde, donc le rouge. Les cônes M, qui sont sensibles aux longueurs d'onde moyennes, vert. Et les cônes S, sensibles aux courtes longueurs d'onde, qui sont bleus. Toutes les couleurs que nous voyons actuellement résultent d'une combinaison d'activation de ces 3 types de cônes. Le cerveau, ensuite, il interprète ces ratios d'activation comme une teinte spécifique. Alors le gros problème, c'est que ces 3 types de cônes se chevauchent largement en termes de sensibilité spectrale. Une longueur d'onde verte, elle activera non seulement les cônes M, mais aussi une partie des cônes L et S voisins. Il est donc impossible, dans des conditions normales d'éclairage, de stimuler un seul type de cône en isolation totale. Bon, globalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est qu'il y a une grosse plage de couleurs qu'on ne peut pas voir mais qui est pourtant là. Et donc ces couleurs qui sont là mais qu'on ne peut pas voir à cause de la configuration de nos yeux, on a appelé ça des couleurs impossibles ou bien les couleurs hors gamme. En 2025, vous avez des chercheurs du MIT et de l'Université de Californie qui ont réussi à franchir cette limite. Ils ont développé un système d'optique adaptative laser capable de projeter de la lumière sur la zone de la rétine suffisamment petite pour ne cibler que les cônes M. Tout ça sans déborder sur les cônes voisins. Et donc, donner accès à ce spectre que normalement on ne voit pas. Alors, il faut savoir que la précision requise, elle est de l'ordre du micromètre. C'est très petit. Et donc, durant cette expérience, ceux à qui on a balancé un laser dans les yeux, déjà très courageux pour accepter de faire ça, ils ont décrit des couleurs qu'ils n'avaient jamais vu avant. Voilà, on se dit comme ça, c'est impossible à imaginer, on peut pas imaginer une couleur qu'on n'a jamais vue, mais ils ont vu des nouvelles couleurs que personne n'avait jamais vues. Tu m'étonnes, on leur a cramé les yeux. Non, pas du tout. Les descriptions les plus fréquentes évoquent une sorte de vert ou un cyan hyper saturé, tout ça au-delà de toute teinte naturelle, on peut pas trouver ça évidemment. Bon, déjà on peut pas le voir, donc évidemment on peut pas le trouver. Logique. Et les scientifiques avaient imaginé justement que ça pouvait ressembler un petit peu à cette couleur, notamment à un vert extrêmement pur qui est poussé encore plus loin. Bon, évidemment, les participants, ils n'ont pas réussi à décrire parfaitement ce qu'ils voyaient parce que le cerveau ne possède aucune représentation mémorielle de cette teinte. Elle n'a jamais été encodée dans le système visuel, système qui s'est développé dans un monde où cette stimulation isolée ne se produit tout simplement pas. Vous connaissez tous le cordyceps, évidemment, ce champignon qui prend en otage, plutôt qui prend le contrôle littéralement de certains insectes, il monte dans leur cerveau. En fait, il les fait marcher en mode zombie, comme ça, on connaît tous, The Last of Us, etc. Figurez-vous qu'en 2025, on a découvert un autre champignon de la sorte. Oui, ce n'est pas fini, les amis. Le film d'horreur continue. Il a été décrit donc en 2025. Il va effectuer quelque chose de comparable, mais cette fois-ci, lui, il fonctionne sur des araignées tropicales. Il a un petit peu changé, quoi. C'est plus des fourmis. Il va infecter son hôte, il va grandir à l'intérieur du corps, évidemment sans buter l'insecte, l'araignée, il va la garder vivante, et là il va rentrer en phase de manipulation comportementale, c'est-à-dire qu'il va venir dans le cerveau et se brancher sur le cerveau de l'araignée. C'est horrible. J'ai des frissons, j'ai la cocotte là. L'araignée sous l'influence du champignon va se déplacer vers des positions très précises, notamment en hauteur, dans des zones bien ventilées. Là, le champignon achève son hôte, donc il la bute, il va pousser ses structures reproductives à travers les articulations et les cuticules du cadavre, libérant ses spores depuis un point de dispersion optimale, donc c'est-à-dire très haut avec du vent. On a découvert également la même année une fleur qui est absolument infâme, on appelle ça l'orchidée qui saigne. En fait, elle va reproduire une plaie ouverte, mais aussi les molécules, l'odeur qui en émane pour attirer certains insectes, évidemment pour polliniser. En fait, elle va produire certains composés chimiques de la chair un petit peu en putréfaction, notamment l'aldéhyde, mais aussi l'acide carboxylique. Et donc ces composés vont attirer des mouches nécrophages, donc qui mangent leurs morts. Le sang de vos morts, vous allez manger. Et donc évidemment comme ça va permettre à cette plante de polliniser. Voilà, c'est une façon un peu dégueulasse de se reproduire. C'est un peu la fleur Jeffrey Dahmer, c'est-à-dire qu'elle aime bien les boyaux pour se reproduire, voilà. Figurez-vous qu'il existe des microbes qui fabriquent des nuages. Bon, la formation des nuages nécessite plus que de l'humidité. On vous a appris à l'école le cycle de l'eau, la mer, le soleil, ça repleut, c'est... Eh ben c'est pas vrai.
tout ça c'est faux, on vous a menti. C'est vrai en partie, mais voilà, il y a plus de phénomènes. Et donc pour que la vapeur d'eau se condense en gouttelettes, il faut des particules sur lesquelles ça cristallise. On appelle ça des noyaux de condensation ou de congélation. Pendant longtemps, on pensait que ces noyaux étaient exclusivement des particules minérales, comme des poussières de sol, cendres volcaniques, de la saleté, particules de sel marin, etc. Sauf que la réalité est bien plus complexe, et que nos amis les bactéries, parfois, elles rentrent dans cette composition. Vous avez comme ça la Pseudomonas syringae, qui est une bactérie phytopathogène ubuquiste qui est présente sur la surface des feuilles de milliers d'espèces végétales sur tous les continents. Sa capacité à provoquer le gel, elle est connue depuis les années 70. Elle produit des protéines de membrane qui agissent comme des matrices de nucléation, forçant l'eau liquide à cristalliser en glace à seulement moins 2 degrés, au lieu de moins 40, température à laquelle l'eau pure se congèle spontanément. Et en fait, les agriculteurs, ils connaissent bien ce phénomène parce qu'ils appellent ça les gelées bactériennes. Donc s'il y a des agriculteurs dans les commentaires, dites-moi si vous connaissez, je veux savoir. Donc évidemment, ça dévaste les vergers quand les températures tombent légèrement sous zéro. Et évidemment, ces bactéries, elles sont pas là à se griller la couenne sur les feuilles, elles bougent avec le vent. Elles sont transportées comme ça très haut, en altitude, à plusieurs kilomètres parfois. Et donc là, elles vont pouvoir servir de noyaux de congélation dans les nuages, déclenchant des formations de cristaux de glace qui finissent par précipiter sous forme de pluie ou bien de neige. Il y a des analyses qui ont été faites en Louisiane, mais aussi en France, dans lesquelles on a retrouvé cette fameuse bactérie qui était vivante dans de la neige fraîche, confirmant son rôle actif dans ce fameux cycle hydrologique. Est-ce que vous saviez que maintenant, on est tous d'accord, l'IA, il y en a partout, on connaît tous, mais on peut visualiser ses rêves grâce à l'IA. Il y a un truc qui s'appelle Dream to Image. Bon, les rêves ont longtemps été le domaine réservé à la psychanalyse, mais aussi à la philosophie, faute d'outils permettant d'y accéder de l'extérieur. Évidemment, comment on fait pour voir dans la tête des gens ? Eh bien, aujourd'hui, c'est possible. Vous aviez l'imagerie par résonance magnétique, donc les IRM, qui a ouvert une première fenêtre, une première possibilité. En 2013, il y a une équipe de l'ATR Computational Neuroscience Laboratory de Kyoto qui a démontré qu'il était possible de décoder partiellement les images perçues par des sujets éveillés à partir de leur activité cérébrale mesurée par un fameux IRM. Et en 2023, la même équipe, elle a poussé le truc encore plus loin parce qu'elle a reconstitué les images qui se passaient dans la tête des gens. Le problème de l'IRM, c'est que c'est cher, encombrant, compliqué. Voilà, c'est un outil qui est quand même très massif et très complexe. Et donc de là est né un truc qui s'appelle Dream to Image qui va fusionner l'EEG, donc l'électroencéphalogramme, avec l'IRM. Tout ça pour voir dans la tête des gens. Les rêves. L'équipe elle a collecté des enregistrements d'EEG, tout ça durant le sommeil paradoxal, qui est la phase de sommeil associée aux rêves, notamment les rêves les plus vivaces et ceux dont on retient l'existence. Immédiatement après le réveil, les participants vont décrire verbalement leurs rêves. Ces descriptions, elles étaient ensuite transmises à un modèle de génération d'images par IA pour produire une représentation visuelle. Alors l'objectif final, c'est de sauter l'étape de la transcription verbale et de générer des images directement depuis le signal EEG brut qui aura été capté dans le cerveau. Et c'est là justement que réside le défi, parce que voilà, ça n'a pas d'intérêt si la personne elle raconte ce qu'elle a vu et qu'on le dessine. L'idée, c'est de faire apprendre justement à une IA tel signal correspond à telle description que la personne va faire. Et donc au bout d'un moment, l'IA, elle comprendra que ce signal, ça veut dire ça. Donc il faut qu'elle soit très précise, il faut qu'elle apprenne. Et c'est exactement justement ce qu'ils ont fait. Ils ont appris comme ça à une IA comment décoder cette EEG. Bon, à noter que les résultats actuels sont encore approximatifs, mais on sait tous comment ça évolue extrêmement vite dans ces domaines. Dans pas longtemps, on lira dans vos pensées. En fait, les images reconstruites, elles ressemblent davantage à des interprétations impressionnistes qu'à des captures fidèles. Mais certaines corrélations sont déjà statistiquement robustes. Le cerveau endormi qui rêve d'un visage produit des signatures EEG différenciables de celui qui rêve d'un paysage ou d'une scène de mouvement. Déjà, l'IA qui a été développée, elle est capable de différencier tout ça. On se souvient qu'il y a 10 ans, il n'y avait rien. Moi, il y a 10 ans, je faisais des vidéos où je mettais une couleur verte et bleue, je passais dans un logiciel, ça faisait des sapins avec de l'eau. Et on disait, waouh, l'IA, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, regardez ce qu'on peut faire. Déjà, le truc d'Elon Musk, le mec, il met des puces dans le crâne des gens. Les gens arrivent à parler par la pensée à des ordinateurs. Si vous avez une puce, moi j'ai une puce, on pourra se parler sans ouvrir la bouche. Ça permet de plus brosser les dents. On l'a vu, l'émail, juste avant. Et donc l'année d'après, en 2024, il y a une équipe qui a amélioré justement la précision, et c'était encore plus précis, évidemment. Bon, tout ça pour dire que c'est en bonne voie. On va bientôt pouvoir lire dans la tête des gens. Quand vous serez mis en garde à vue, on vous mettra un petit casque comme ça. Alors Jaco, c'est toi qui as crevé les pneus de la Xantia ? Petit casque, prison.